Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'aigle. Je suis l'O2. Et ceci est le Weeblycast numéro 15, les pointes de l'espace. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la première histoire de la saison 7 de la série classique Doctor Who, Spearhead from Space. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce mois-ci, nous avons le retour de l'O3 après plusieurs épisodes d'absence, qui nous fera donc un résumé de l'histoire. Je vous parlerai de l'équipe de production et du cast. Le dossier de cette fois-ci sera sur les Otons par l'aigle. Je vous parlerai des références et des petites cacahuètes, les paramédias, les Otons, encore une fois les Otons, encore une fois par l'aigle, et puis nous donnerons tous notre avis sur cette histoire. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord ou sur le forum qui est déserté. Sans plus attendre, jouons à la poupée. Chers auditeurs, bonsoir, et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel. Celui qui angoisse les adultes et pousse les enfants derrière le canapé. Votre émission, Terre attaquée, Terre envahie mais pas détruite. Votre émission de radio où nous revenons ensemble sur l'invasion extraterrestre du mois. Car encore une fois, chers auditeurs, la Terre a été attaquée. Et encore une fois, Judith nous a sauvés. Vous retrouverez comme chaque mois vos rubriques préférées et vos chroniqueurs habituels. Mais d'abord, un message de notre sponsor. Gloire à Unit, engagez-vous! N'importe quoi. C'était un message de notre sponsor. Passons maintenant à notre première rubrique présentée par Franck. À vous, Franck. L'alien du mois, moi, l'alien du mois, moi. Nous débutons... J'ai pas compris. C'est la musique, l'habillage musical. Nous débutons cette émission avec la présentation de l'alien du mois. Il nous vient tout droit de l'espace intergalactique. Intelligence tentaculaire, voyageant à bord d'une boule de plastique, il est capable de manipuler toute matière dérivée du pétrole. Vous l'avez reconnu, c'est l'intelligence Nastine, tout à fait. Ses points faibles, une seule intelligence. Ses points forts, capable de manipuler le plastique et d'hypnotiser les humains. Son hobby, la fabrication de sculptures de statues de cire en plastique. Punaise, mais en fait, Franck, c'est moi. il est en train de lire ma chronique, là. Mais un ADN ne serait rien sans un plan d'invasion, ce qui nous amène à notre rubrique suivante où nous retrouvons Terry et Marc qui reviendront sur les étapes du plan ennemi pour nous envahir. Le plan du mois, moi. Merci Jean-Paul. Alors, le plan est manifestement assez simple. Tout à fait, Terry, c'est un plan en 4 étapes, 4 mois et 2 races extraterrestres vont s'affronter. Tout à fait, Marc, c'est un fameux 4-4-2. Étape 1. Étape 1, se faire catapulter dans l'espace dans des boules de plastique. Étape 2, prendre possession d'une usine de poupées et d'un musée de cire. Étape 3, kidnapper des gens importants du monde politique et militaire, les stocker dans le musée précédemment acquis, en les remplaçant par des poupées de cire. Étape 4, lancer l'assaut final en prenant possession de mannequins de plastique de magasins pour conquérir le monde. Ma foi, un plan de base dont on sent déjà toute la maîtrise technique. Tout à fait, Thierry, il s'agit là d'un plan de professionnel, on peut le dire, les Nastines n'en étaient pas à leur invasion d'essai. Tout à fait, Thierry, d'ailleurs en face, on n'a pas pu empêcher les Nastines de faire des dégâts, comme on le verra dans notre rubrique suivante, les morts du mois. Tout à fait, Thierry, c'est une rubrique de William Rick. Bonne chance, Rick. Tout à fait, Marc, donc c'est à toi, Requiem. Pam 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 param pam param, les morts du mois, moi. Merci Marc. Ils sont morts en héros, en martyrs ou en famille. Ils étaient soldats, paysans ou simples civils. Mais tous sont tombés pour elle, notre belle planète bleue si jolie. Comme ce jeune soldat de Unit mort assassiné par une poupée vivante. Nos pensées vont à la famille du défunt. Ou encore,
Ces employés d'usines de poupées, tous décédés. Nos pensées vont aux familles des défunts. Ou encore cette famille tirée comme des lapins par un mannequin de grands magasins de grand matin lorsqu'ils faisaient leurs achats. Nos pensées vont à la famille... bah non. Mais la mort du mois pèse sur un simple paysan qui, au péril de sa vie, a découvert le plan des Nastines et a prévenu Unit de l'attaque. Le monde paysan est à jamais endeuillé par la perte de la femme de ce héros moderne. Et je passe l'antenne à Guy Carnier qui va vous dire comment Unit nous a sauvés cette fois-ci, évitant ainsi que cette liste d'hommages soit plus longue. Comment Unit nous a sauvés. Eh bien, c'est très simple, Rick. Ils ont tué tous les méchants en leur tirant dessus ou en les faisant exploser. Toi aussi, rejoins Unit et défends notre terre, comme l'ont déjà fait les nouvelles recrues du mois passé. En effet, Guy, aujourd'hui, plein feu sur 2 nouvelles recrues de Unit. Lee Shaw et le docteur John Smith. À eux deux, ils ont plus de doctorats que de chaussures. Ils forment la nouvelle équipe scientifique de Unit. Recrutés par le brigadier lui-même, gage de qualité. C'était leur première mission, mais cela ne les a pas empêchés de jouer un rôle essentiel dans la défaite ennemie des Nastines. Nous espérons que leur carrière sera longue, ou du moins plus longue que celle de leurs prédécesseurs. Cela met donc fin à notre émission, chers auditeurs. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec une autre invasion. Tout de suite, la suite des programmes avec la Weebly Team. Bravo. Merci beaucoup. Donc, pour cet excellent résumé, je vais passer maintenant donc à l'équipe de production. Scénariste de cet épisode, Robert Holmes, dont on vous a déjà parlé 2 fois, puisque c'est lui qui a scénarisé The Crotons et Space Pirates. Donc vous pouvez retrouver dans le Weeblycast numéro 11 quand on parle de lui pour justement son épisode sur les Crotons. Derek Martinus est la personne qui a réalisé cet épisode. C'est le dernier épisode qu'il réalise dernière histoire qu'il réalise pour Doctor Who. Avant ça, il avait bossé sur Galaxy 4, Mission to Unknown, ouais, The Tenth Planet, c'est déjà mieux, The Evil of the Daleks et The Ice Warriors. Mais attends, t'es en train de le juger là, on est d'accord? Oui, je juge complètement, oui. Je dis qu'il a fait des progrès, voilà, au fur et à mesure. Donc, si vous, Élève en progrès. C'est ça, à encourager pour l'avenir. Donc, si vous voulez vous reporter à l'épisode 3 du Weeblycast sur The Ice Warriors, c'est dans cet épisode-là qu'on parle de lui. En termes de casting, je vais dire quelques mots. Donc, on va pas parler du docteur, même s'il est nouveau. On en parlera dans un futur dossier. Tout à fait, Thierry. Voilà. Et par contre, je vais vous parler du nouveau compagnon, qui est donc Liz Shaw, jouée par Caroline John. Je vais pas trop en dévoiler son avenir de Doctor Who pour pas vous spoiler ce qui va se passer, mais je peux vous dire qu'en dehors de Doctor Who, elle a joué dans le téléfilm des chaînes Baskerville avec un certain Tom Baker, qui est donc le 4e Docteur, qui joue Sherlock dans ce téléfilm. Caroline a été mariée à Geoffrey Beavers, qui est un des acteurs qui a incarné le maître. Là, Tout à fait. Une incarnation très très développée, surtout par Big Finish. mais sinon, c'est une incarnation en elle-même, tu vois. Je veux dire, oui, on peut dire que c'est une interprétation croustillante du maître. Exactement. Alors on verra ceux qui auront la référence, peut-être pas tous ceux qui écoutent ça, on verra. Ce Geoffrey Beavers aura aussi un autre rôle dans la saison prochaine. Ils ont une fille, ce Geoffrey Beavers, cette Caroline John, ont eu une fille qui a repris le rôle de Liz dans un audio qui s'appelle Primord. Je ne sais pas si vous l'avez écouté cet audio. Primord, si. Alors j'ai écouté Bluetooth où elle reprend aussi le rôle, mais pas Primord. Ah d'accord. Oui, elle reprend plusieurs fois le rôle. La mère. La fille ou la mère reprend le rôle? Non, Caroline John elle-même. Non, mais là je parle de la fille. Ah ok. La fille a repris le rôle de Liz dans un audio qui s'appelle Primord. Mais elle-même a sans doute repris son rôle dans plusieurs audios. Donc, Caroline John est la sœur de Nicholas John, qui était un assistant de production de Doctor Who dans les années 70. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur Caroline John qui joue donc ce nouveau compagnon. Les autres personnages pour lesquels j'ai pris quelques notes, il y avait quelque chose d'intéressant à dire
sur eux par rapport à Doctor Who ou autre chose. On a le personnage de Channing, joué par Hugh Burden. Channing, c'est... Qui est Channing? Je crois que c'est un des soldats ou un des journalistes, je ne sais plus. Il a failli jouer le père de Victoria dans Evil of the Daleks. Ça aurait été dommage. On a... C'était très court de toute façon. Alors, le personnage de Mullins. Donc Mullins, sans doute vous vous rappelez pas qui c'est, mais lui c'était le comment ça, technicien de surface, la personne qui passe le balai dans l'hôpital, qui appelle les journalistes. Et elle est jouée par Talfrin Thomas. Donc oui, il a une vie qui était assez... vous voyez de qui je parle? Oui, tout à fait. On te D'accord. suit, hein. Le gars qui n'est intéressé que par l'argent et qui nettoie les hôpitaux seulement pour avoir des informations qu'il peut revendre aux journaux. Exactement, pour les Tout à fait. revendre. Alors du coup, il a une vie assez intéressante. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il était dans les canonnières des bombardiers Lancaster. Et son avion s'est crashé pendant la guerre. Il a été le seul survivant de son équipe. Et du coup, il a commencé à jouer, à être acteur, justement, pour travailler sur ce traumatisme, afin de le surmonter. Et il avait une tête qui était... Enfin, vous pouvez sans doute vous en souvenir, qui était assez particulière, avec sur ses dents qui partaient en avant. Donc, il a eu le surnom de Talf de Teeth. Ah, parce qu'il est prognate, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, on voit à l'époque, aucun scrupule, quoi. On lui donne le vieux surnom. Ouais. Et il reviendra dans un autre rôle en saison 10. On a donc le Captain Monroe, qui est un personnage qui est de Unit, qui est joué par John Breslin. Alors ça, c'est assez intéressant. Ce mec a aussi une vie que j'ai trouvée assez intéressante, en l'occurrence. Il est né à Glasgow, il parlait 5 langages, anglais, français, 5 langues, anglais, français, allemand, italien et latin. Et il a été doubleur pour l'acteur Steve Reeves, qui était un bodybuilder qui faisait beaucoup de péplum. Et il a doublé pour les films italiens. Ce qui était intéressant, c'est que Steve Reeves, enfin, rigolo, Steve Reeves est aussi né à Glasgow, mais pas Glasgow, Écosse, Glasgow, Minnesota. Bon, ça c'est voilà. Oui. Et Breslin a appris le piano avec un certain Frédéric Lamont, qui était l'un des derniers élèves de Franz Liszt et Richard Wagner. Excusez du peu. Pas mal. Je trouve ça assez marrant de voir comment dire. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Il a aidé en fait beaucoup d'acteurs reconnus à répéter et à les conseiller par rapport à leur diction. En l'occurrence, Gregory Peck, Peter Finch, Peter O'Toole et James MacArthur. Excusez du peu. Donc voilà, encore un mec de l'ombre. On a qui d'autre? Le Caporal Forbes, joué par George Lee, qui rejouera un rôle en saison 9, un autre rôle. Un officier d'unité joué par Tessa Shaw, qui a fait la voix de Bordinian dans l'audio Faith Stealer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, Faith Stealer, c'est un audio du 8e Docteur, dans le Main Range de Big Finish, qui se trouve après le 50, c'est le 61, un truc comme ça, bon bref, en tout cas, ça suit son arc narratif quand il est dans l'univers parallèle, non? Dans l'univers parallèle. Alors, je sais plus s'il est déjà revenu, non, il est pas encore revenu à ce moment-là, non, justement, il est pas encore, c'est juste avant qu'il revienne. Et donc voilà, ça se passe en fait dans un univers divergent plus qu'un univers parallèle. Et puis, j'ai pas de très grands souvenirs de cet épisode, en gros. Je continue donc. Le premier acteur qu'on voit dans cet épisode, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Alors, c'est celui qui repère les astéroïdes sur le radar. Ce technicien s'appelle Ellis Jones. Il est également la personne qui a fait la voix du docteur Lomax, dont vous savez très bien de qui je parle, j'imagine. Vous avez regardé oui, je vois très bien de quoi tu parles. Alors, aussi enthousiasme que Nopo là-dessus, que l'aigle là-dessus, vraiment. Le docteur Lomax, c'est le type au téléphone. À un moment, il y a un docteur qui appelle un autre docteur qui a reçu des échantillons sanguins ou je ne sais quoi. Et c'est le docteur Lomax au téléphone. Ah, je veux la fan théorie qui explique que c'est son jumeau. Et ben, c'est le même acteur. D'accord. Cet Ellis Jones, en réalité, est un directeur de théâtre très reconnu qui a fait une carrière, qui a fait des adaptations en Chine, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, encore une vie assez intéressante. Et encore deux autres acteurs, Prentice Hancock qui joue un des journalistes qui rejouera 3 fois Doctor Who, et John Woodnutt
qui joue Hibbert, le PDG un peu stressé de l'usine de poupées, qui jouera également dans 3 autres épisodes de Doctor Who. Donc D'accord. voilà pour cet épisode, pour cette histoire, je n'avais pas tant de personnages de casting que ça. L'aigle, the floor is yours. And the floor is lava. Oui, effectivement, à mon tour. Donc aujourd'hui, je me suis dit que c'était le meilleur moment de parler des Outons, parce qu'on aura finalement assez peu d'occasion de le faire, hein, vous verrez pourquoi. Et donc, les Outons, ce sont leur première apparition aujourd'hui. Hein, je pense que vous le savez si vous regardez cet épisode. Alors, en termes d'épisode, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Bon, déjà, ils apparaissent dans 3 histoires de Doctor Who dans lesquelles ils sont centraux. Donc, 2 en série classique, plus 1 en nouvelle série. Donc on aura l'occasion de les revoir encore une fois dans la série classique, mais je dis pas quand. Leur dernière apparition dans la série en tant qu'ennemis centraux, vous la connaissez tous, hein, normalement, hein, même si vous avez juste vu que le premier épisode de la série, parce que, oui, c'est le premier épisode de la série, hein. Ils apparaissent dans le tout premier épisode de la série, l'épisode qui s'appelle Rose. Bon, par contre, si vous avez juste vu l'épisode 1 de la nouvelle série, je pense que vous êtes peut-être perdu sur ce podcast, hein, mais restez à nous écouter, bien évidemment. Allez, le petit bonus, parce que voilà, je connais les droits petits malins qui sont déjà en train d'écrire leurs commentaires, tu te calmes. Oui, effectivement, les Outons font une apparition dans le double épisode The Pandorica Opens et The Big Bang. Ils font une petite apparition, et ils font aussi il y a un flashback aussi d'eux dans Love and Monsters, donc on peut parler de ça. Voilà. Et ils sont mentionnés en saison 12. Et ils sont, ils sont mentionnés dans le dernier épisode. Eh bien, au moment où on enregistre, c'est le dernier épisode diffusé, donc Praxios, puisque il y a une petite bactérie qui mange les osios, les nosios, et donc le docteur fait la théorie, l'hypothèse. Au début, que c'est peut-être quelque chose en rapport avec la conscience nestine ou les Outons, mais en fait il se rend compte que parce que je crois que c'est une histoire du genre ça n'agit pas à un niveau bactériologique, je crois. Bon bah je sens Nopoman grasser des dents, donc je vais Ouais, non, ouais. Passons. Ok, Nopoman pose cette arme, je suis sûr que l'aigle il ne mérite pas ça. Surtout que moi je fais que répéter, ok, d'accord. Rappelez-vous, vous êtes amis, mon sang, amis. Bon, du coup, je vais parler des novélisations. Je me suis dit que c'était intéressant. Bien sûr, novélisation, c'est un peu la frontière entre paramédia et non paramédia, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, ici, on pouvait en parler. Donc, il faut savoir qu'il y a eu des novélisations pour chaque épisode dans lequel ils sont parus. Donc, cet épisode a pour novélisation Doctor Who and the Oughton Invasion, écrit par Terrance Dicks, quand même, lu par Caroline John, hein, si vous écoutez la version audio, donc c'est-à-dire celle qui joue Lise, et sorti en 1974 chez Target Book. Voilà. Alors, je fais du coup une petite parenthèse, parce que Caroline John a lu beaucoup de livres dans sa vie, je crois. Non mais enregistré des... Non mais c'est un fléau, ces femmes qui s'instruisent, hein, c'est horrible. Elle a fait beaucoup... Comment tu dirais, elle a enregistré des audiobooks, voilà, ça serait bien. Et c'est elle qui a enregistré l'audiobook de l'autobiographie de Elizabeth Sladen. Mm-hmm. Et elle est décédée, je crois. Caroline John est décédée quelques mois plus tard, ou quelques années. Enfin bon, elle est décédée en 2015, je crois. Mais en tout cas, c'est elle qui a fait la majorité de l'audiobook de Elizabeth Sladen. Caroline John est décédée si tard que ça? Il me semblait pas. Ouais. Ah bah moi je pensais qu'elle était toujours en vie. Non. Moi je pensais qu'elle était décédée dans les années 90. Bon bah tu vois, on a tous une théorie. Je fais une recherche rapide. 2012. Le 5 juin 2012, ouais. Ouais, tout à fait. Bon, bah c'est triste. Bon, et du coup, elle a fait la relecture de ce roman-là et de cette autobiographie-là avec Tennant, et je crois qu'il y a d'autres acteurs qui ont joué le docteur qui ont participé. D'accord. Ok. Mais oui, en plus je suis bête, de toute façon, elle est bien apparue dans... Non, je sais plus si elle a fait des audios, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc parenthèse fermée. Alors, peut-être essayer de donner quelques cacahuètes en ce qui concerne les déviations, les divergences entre la novélisation et la série télé. Bon, il y en a vraiment plein, je vais franchement pas être exhaustif. Mais en gros, il y a des scènes qui disparaissent. Hein, par exemple, justement, la scène dont tu nous parlais, Nopoman, avec le technicien radar, n'apparaît pas. Hein. Terrance Dicks s'est dit que c'était une erreur d'écriture de la part... Non, je plaisante.
Mais par exemple, le roman s'ouvre avec la fin de War Games. Donc ça, par exemple, déjà, c'est intéressant, parce que ça veut dire que la novélisation prend le parti pris que The Spirit from Space se passe vraiment, littéralement, après The War Games, ou alors qu'il y a une... C'est ça, ou alors qu'il y a une comment ça s'appelle, pas un épilogue non dit, mais... une ellipse. Oui, voilà, une ellipse non dite, voilà, c'est ça. Une scène hors champ. D'ailleurs, dans l'épisode, on voit que le Docteur a toujours ses vêtements du second Docteur en arrivant sur Terre, mais ce n'est pas le cas dans la novélisation, puisque l'image, et non pas la description apparemment, montre le Docteur avec le pantalon du second Docteur, mais le manteau, le gilet et la cravate du premier Docteur. Bon, l'épisode reste un tout petit peu illogique pour juste un autre détail, mais ça reste un détail. Ils sont à sa taille, ce qui a pas de sens. C'est ça, et j'avais dit, si vous vous souvenez, dans le Webicast 14, qu'il y avait un autre argument pour la saison 6B, par rapport à Spirit from Space. Alors, c'était pas exactement celui-là, c'est-à-dire qu'en fait, celui-là, c'est juste un petit élément dans cet argument. C'est juste que, si vous avez remarqué, le Docteur, dans Spirit from Space, se pointe avec 12 milliards de gadgets qu'il avait pas avant. Et il les sort de ses poches, le mec, en plus. Et, en fait, mais ouais, tu sais, la petite montre machin truc et tout. Et en fait, du coup... Il réutilisera jamais, d'ailleurs, la montre à détecteur de TARDIS, ça pourrait être super pratique. C'est ça. Ouais, de toute façon, maintenant, il prend son tournevis sonique pour mettre son TARDIS autour de lui, donc j'ai envie de te dire. Ouais, mais là, je me suis vraiment dit, attends, quoi? Il a eu ça, mais il l'a jamais réutilisé, Bon, voilà. Tout ça pour dire que, déjà, la novélisation, elle prend plutôt le parti pris que, finalement, il y a peut-être pas de saison 6B, mais Spirit from Space a, en soi, en lui-même, un argument, c'est que déjà, le Docteur n'arrive pas avec les vêtements du second Docteur, alors, j'imagine bien les Time Lords en train de le dessaper, tu sais, entre les deux. J'ai pas envie d'imaginer ça, mais bon. Le pire, c'est qu'en saison 6B, apparemment, il a dû faire au moins 50 missions. Puisque c'est seulement au bout de 50 missions que tu reçois une montre en argent comme cadeau pour de remerciement. Comment tu sais ça, toi? L'O3 est un Time Lord parmi nous. Bah, c'est pour ça qu'il s'appelle l'O3. Hein. À la base, il est arrivé sur le Discord, il s'appelait juste Lo, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Bon, ensuite, voilà, il a 2-3 petits gadgets, donc du coup, on s'est toujours demandé, mais d'où est-ce qu'il les sort? Bon. Après, il y a des noms qui changent, hein. Par exemple, John Ransom s'appelle Harry Ransom. Enfin voilà, après, c'est pas forcément que des trucs très intéressants, donc voilà. Non, mais ce qui est fou, c'est que non seulement il les sort de ses poches, mais en plus de poches d'habits qui étaient pas à lui et qu'il a volé à l'hôpital. Donc, moi je dis, chapeau, non seulement il a volé des habits, mais en plus dans ses habits, il y avait plein de gadgets. C'est pas faux. Après, oui, enfin, il est quand même bien au courant de ce qu'il y a dedans, hein. Genre, c'est pas genre, ah tiens, regarde ce que j'ai dans mes poches. Enfin bref. Bon, après, voilà, la novélisation vous offre aussi des descriptions supplémentaires. Par exemple, il se concentre un peu plus sur la psychologie de Lise. Par exemple, j'ai eu cette citation, page 160, quand Lise voit un Estine l'attaquer. En gros, que standing towering over them was the most nightmarish creature Liz had ever seen. Donc en gros, ce que la phrase est en train de dire, que c'est la créature la plus cauchemardesque qu'elle ait pu voir de sa vie. Donc voilà, il y a quelques petits trucs intéressants, et puis voilà, il y a des petits changements, ci et là, tout ne colle pas parfaitement à ce que vous avez vu dans la série. Je tiens à remarquer qu'on peut voir à quel point l'aigle est vraiment impliqué dans ce podcast, qu'il est prêt à lire jusqu'à la novélisation de l'épisode pour pouvoir repérer les différences. Mais c'est surtout qu'il est prêt à se ridiculiser en parlant en anglais. C'est moi je dis hein. J'apprécie son sacrifice. Je t'y attends, toi. Bon, sinon, on ne parlera pas de la novélisation de l'épisode de la série classique prochain qui fera revenir les Autons, puisque ce serait du spoilers. Ce serait aussi vous donner le titre un petit peu de cet épisode, donc non. Oui. De toute façon, en vrai, si vous voulez savoir, vous avez 2-3 clics à faire sur Internet aujourd'hui. Bon, bref, on en reparlera en temps voulu. Et sinon, il y a eu donc une novélisation très récente de Rose, qui s'appelle Rose, écrite par Russell T. Davies, et lue par Camille Coduri. Donc Camille Coduri, si vous vous souvenez, c'est celle qui joue Jackie Tyler. Ah. Et donc du coup, c'est sorti. Et d'ailleurs, c'est une actrice Big Finish aussi. Elle est déjà apparue. Par exemple, elle est apparue pour des Chronicles. Donc en gros, ce sont des
des livres avec juste quelques acteurs. Elle est apparue dans le premier tome de Captain Jack. Oui, il y a une sortie bientôt là, Lives of Jack Harkness, où elle est dedans avec. Oui, elle fait Riverson. pas mal de Big Finish. Il y a un tome 3 qui va sortir très bientôt, tout à fait. Je l'ai pas encore commandé, mais ça va pas tarder. J'ai le tome 1 et 2 à la maison, et donc dans le tome 1, elle a un épisode avec Jack, puisqu'en fait, Jack, en gros, se promène du côté du quartier de Rose, et en fait le problème c'est que il y a des aliens qui veulent choper Jack, et le problème c'est que elle est dans l'œil du cyclone, Jackie D'accord. Taylor à côté. Alors, Bon bref. comme c'est Jack, on est obligé de demander le choper dans quel sens Alors, de manière tout à fait, voilà, en tout bien tout honneur, voilà, c'était ça l'expression que je cherchais. Oui, ils veulent le tuer en tout bien tout honneur. C'est ça. Bon, bref, voilà, passons. Donc du coup, c'est sorti en 2018 chez Target Book, donc du coup, c'est assez récent. D'ailleurs, Russell T. Davies a un peu trollé avec cette novélisation, puisque vous savez que elle est sortie à l'époque où la première femme docteur était annoncée. Et le truc, c'est qu'il fait c'est qu'il développe un peu son histoire de Rose, et qui va vraiment plus loin, notamment avec le personnage de Clive. Si vous vous rappelez, le personnage de Clive, c'est le complotiste qui a recherché toute sa vie sur le docteur. Et donc ce personnage, d'ailleurs qui apparaît enfant dans un roman avec le 12e docteur, dans lequel il devient compagnon pour une aventure, mais il se fait supprimer ses souvenirs par le 2e docteur, sauf qu'il reste un tout petit truc en lui qui fait qu'il devient complotiste. Enfin bref, on parlera pas de ça. Et ben en fait, juste dans cette nouvelle dans cette novélisation, Russell T. Davies fait ouvrir son cahier à Clive, enfin tous ces trucs, toutes ces preuves, et en fait il a des photos d'absolument tous les docteurs. Et alors encore ça, je veux bien. Mais ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'il les a dans l'ordre. Et qu'il le sait. En plus, il y a marqué un petit numéro 9 en dessous, au-dessus de la photo de Christopher Eccleston. Et donc, du coup, il a vraiment montré toutes les tronches du docteur à Rose. Et alors, pour expliquer comment ça se fait, alors que Rose ne reconnaît pas David Tennant quand elle apparaît en face de lui comme par magie, la novélisation dit que elle semblait un petit peu distraite au moment où il lui a montré la photo de cet homme avec deux costumes, un costume marron et un costume bleu. Et d'ailleurs, le troll va quand même beaucoup plus loin, parce que bon, encore ça, à la limite, on peut trouver que c'est pas du troll, tu vois, mais le troll va vraiment beaucoup plus loin quand le Clive lui montre des photos de deux futurs possibles docteurs, dans lequel il y a, tenez-vous bien, une grande femme noire chauve et un homme, enfin une jeune femme ou un jeune homme, donc certainement quelqu'un d'androgyne, dans un fauteuil roulant high-tech. Donc en fait le gars il a juste marché sur une blague, enfin une sorte de blague un peu, tu sais, la blague des haters par rapport à la femme docteur, c'est celle de dire oui, une femme docteur, et puis bientôt, enfin voilà, pour le politiquement correct, faudrait peut-être pas avoir à prendre un docteur juste parce qu'il est handicapé, voilà, juste, ces prochaines fois, ce sera quoi, un docteur noir, femme, chauve, machin truc, handicapé. Eh ben oui. Enfin bref. Le docteur, c'est professeur Xavier. De quoi ça. Et donc en fait, voilà. Attends, là t'as mélangé les deux photos. On a dit une femme noire, chauve, et un type en fauteuil roulant. Pourquoi t'as mélangé les deux? T'en as fait un homme blanc. Nopo, tu es pour la masculinité toxique, quoi. Tu veux que des hommes chauves, blancs et en fauteuil, apparemment. Non, mais en gros, Russell T. Davies a complètement trollé avec les haters. Mais par contre, le truc que ça m'a fait dire, c'est un fauteuil roulant high-tech. En vrai, ce serait trop bien. Genre, en plus, apparemment, sur la photo, à côté du fauteuil roulant high-tech, il y a K9. Donc, moi, je sais pas, je trouve ça trop bien, en vrai, genre. Comment tu reconnais un fauteuil roulant normal et un fauteuil roulant high-tech? Qu'est-ce qu'il a de high-tech? Mais j'imagine qu'il y a plein de boutons et tout. Non mais attends, imagine un docteur très scientifique, genre tu sais, il peut y avoir des maladies de régénération. Et tu sais, genre, le problème c'est qu'il se régénère, mais il a pas l'usage de ses jambes. Bah c'est dommage, tu vois. Mais genre le gars, il dit, attends. J'aime bien, c'est dommage quoi. Attends, mais le gars, il s'en sert comme une force. Et en fait, de cette faiblesse, il en fait une force et il se crée un fauteuil roulant high-tech et puis il devient très scientifique, tu vois. Genre, il a une panoplie de gadgets, son souris sonique peut être dans son fauteuil roulant. Moi, je trouve que il y a plein de choses à faire, en fait. Ouais, en fait, je pense surtout que tu viens de décrire Davros, là.
Mais il pourrait y avoir un parallèle en plus. Ok, allez, j'écris l'épisode. Bon, tout ça était très très bien, mais quel est le rapport avec l'histoire de... Tu as tout à fait raison. Ben, figure-toi que la chaise roulante était en plastique. Voilà, et c'était un Autumn. Mais oui, mais voilà, on trouve des histoires. Non, C'est bon, ça allez, qu'il a, arrêtons. c'est ça qu'il a en high-tech. Bon, allez, arrêtons fermons cette énorme parenthèse. Tout ça pour dire que finalement, Russell T Davies est un troll, mais qu'il a peut-être touché à quelque chose d'intéressant, parce qu'un docteur dans un fauteuil roulant high-tech, ça peut peut-être être pas mal. Du coup, passons à la suite. Je vais vous parler des caractéristiques des Autons, et c'est pour ça que ça m'a fait rire un petit peu quand l'O3 faisait les caractéristiques des Autons dans son résumé, parce que du coup, j'avais l'impression que le mec, c'était moi. Donc, les Autons sont des mannequins en plastique. Voilà. Bon, ça, c'est dit, mais attention. En fait, il faut aller un peu plus loin. Les Autons sont surtout, par définition, des fragments de la conscience nestine. Ou nesténée, ça dépend comment vous les prononcez, une conscience mère, qui contrôle le plastique de manière générale. Donc, la conscience nesténée, ou nestine, peut envoyer un fragment d'elle-même dans chaque morceau de plastique et le rendre vivant, et ainsi faire vivre des mannequins en plastique et les nommer Autons. Si jamais la partie de la conscience est endommagée, elle peut se mettre à agir de manière incohérente, voire même indépendante, ça c'est déjà vu. Est-ce qu'on peut considérer que Rory est dans cette situation ? Je ne sais pas, mais ça peut peut-être, on peut peut-être essayer de répondre à cette question un jour. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre ? Alors, nouvelle caractéristique, on peut aussi noter que le réalisme des Autons ont bien augmenté avec le temps dans la série. Dans leurs épisodes centraux, en général, les Autons ressemblent juste à des mannequins en plastique typiques des magasins. On peut remarquer aussi qu'ils essayent d'aller un petit peu plus loin quand même des fois. Par exemple, dans Spirit from Space, on voit des plus de détails quand même sur leur visage. Ils essaient vraiment de ressembler à des humains, un petit peu des sous-Aegon finalement. Mais dans les épisodes The Pandorica Opens et The Big Bang, ils ressemblent trait pour trait à des humains. Ça, je trouve ça assez fascinant. Ils ressemblent vraiment trait pour trait à des humains, jusqu'au point où le docteur n'arrive même pas à les reconnaître et se fait piéger en fait. Ouais, mais ils sont quand même passés par la case Mickey en automne qui était pas... Oui, ils sont aussi passés par la case poubelle. Oui. Poubelle vivante. Ah, j'avais oublié ça. Alors, certains ont des capacités en plus, ils peuvent changer d'apparence, se métamorphoser en quelque sorte. Les Autons, de manière générale, sont représentés avec un pistolet dans chaque main, alors que les doigts peuvent se séparer de la main pour laisser apparaître l'arme. On peut noter que les Autons ont une sacrée durée de vie. Rory a réussi à tenir 2000 ans sans avoir ne serait-ce qu'un œil en moins, et ça c'est beau. Ah non, mais le plastique, c'est pas biodégradable, ça, il faut le savoir. C'est normal, ça prend 2500 ans juste pour commencer à pourrir. Et sinon, ils ont des meilleurs sens. D'ailleurs, je crois que c'est toujours dans ce même épisode où Rory dit « trust the plastic », donc vraiment, fais confiance au plastique, je te dis que j'entends une voix humaine. Pour conclure, j'ai décidé de prendre quelques exemples de trucs en plastique que l'on a pu voir prendre vie dans la série, parce que ça peut parfois devenir assez marrant. On notera donc, alors évidemment, des mannequins en plastique, voilà, ça on l'a dit, c'est bon, c'est l'exemple de base. Mais on a pu aussi voir des poupées prendre vie, des fleurs, des câbles électriques, ou encore des poubelles. Voilà, donc, je pense que rien qu'avec ça, et des poubelles qui rotent quand elles mangent, parce que Mickey est gros. Voilà, donc si vous vous rappelez d'autres choses, allez-y, on est là pour ça, vous mettez en commentaire. Ah oui, je me souviens aussi une fois, le machin se transforme en truc, et puis... Là, il y a la main toute seule, c'est la main d'un mannequin. Ouais, c'est la main d'un mannequin. J'y avais pensé, oui, avec le docteur en plus qui fait... avec Rose qui pense qu'elle est en train de lui faire une blague. Est-ce que tu peux m'expliquer les tentacules à la fin ? Non. Je ne peux pas t'expliquer les tentacules. Voilà. Je pense que personne ne peut, à part Steven Moffat. Parce que Steven Moffat peut tout expliquer. C'est peut-être la forme native des Nestine. Ça ressemble à un truc à tentacules. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ou alors, le patron de l'usine avait une poupée hentai grandeur nature dans son bureau. Exactement. On rappelle que la conscience Nestine est vue en termes propres dans l'épisode Rose, et qui ressemble en gros à une sorte de gros pudding géant, quoi. Voilà, c'est sur ce mot de pudding géant que je passe la parole à Nopoman, qui va nous parler des anecdotes. Alors oui, j'ai une petite série d'anecdotes, plus ou moins intéressantes, selon
goût. J'ai remarqué que à partir de maintenant, les anecdotes, j'aimerais bien vous donner le nom de travail que les histoires ont eu. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça donne, c'est souvent un jeu de mots ou quelque chose qui a un rapport. Ici, en l'occurrence, l'histoire avait comme titre de travail facsimilé. Donc, vous comprenez, facsimilé, les personnages qui sont un peu, vous voyez, hein, haha, la blague, ok. Il y a évidemment un nouveau docteur, la couleur et tout ça. On a une nouvelle séquence d'introduction qui a été conçue par un certain Bernard Lodge, qui avait également conçu la séquence d'introduction de 1967 avec Thornton. Et c'est la première fois que dans Doctor Who, on a aussi une séquence à la fin de l'épisode, au lieu d'avoir un menu déroulant avec un menu déroulant, des crédits déroulants avec juste un fond noir. Donc, anecdote passionnante. Deuxième anecdote passionnante dans le même style, c'est le seul titre qui zoome sur l'écran, à part The Ambassadors of Death qui viendra plus tard. Mais The Ambassadors of Death n'est pas à 100% un titre qui zoome. Donc, c'est le seul titre qui zoome à 100%. D'accord. Autre petite anecdote intéressante. À cause d'une grève des techniciens à la BBC, cette histoire a été entièrement tournée sur film et sur place. C'est-à-dire pas dans les studios. À part le film de 1996, c'est la seule histoire de Doctor Who qui a été tournée en film, sur film. Même le relaunch de New Who de 2005, c'est sur des cassettes qui permet un retravail plus tard. Pour que ça ressemble à un film, mais en l'occurrence ce n'est pas des films. Donc c'est la seule histoire de Doctor Who qui a été tournée sur film. Ouais, c'est pour ça que c'est la seule histoire à être sortie en Blu-ray en fait, vraiment en qualité HD 1080, puisque c'est de la pellicule, donc vous pouvez augmenter la qualité. C'est ça, exactement. Et donc dites-vous bien que Doctor Who ne sera jamais aussi beau que ça avant l'épisode Planet of Mars de la saison 5. Et d'ailleurs, Planet of Mars c'est Phantom of Mars, excuse-moi. Celui avec le bus dans le deuxième Docteur. C'est ni l'un ni l'autre, c'est Phantom. Alors, le bus, c'est le premier épisode qui était tourné en 720p, ça que. Ouais, c'est ça. Je pense que le titre tu confondais avec Waters of Mars qui est juste derrière, mais sinon c'est. C'est Planet of the Dead. Ouais, Planet of the Dead. Ouais. C'est pas ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, du coup, ça me permet de préciser que là, en ce moment, actuellement, la BBC fait des coffrets par saison en Blu-ray des épisodes de la série classique de Doctor Who. Et du coup, en fait, ils sortent de la saison 10 à la saison 26. Tout simplement parce que ce qu'il y avait avant n'est pas ou trop difficilement upgradable en Blu-ray. D'accord. Et donc du coup, après, une fois qu'ils auront fini la saison 10 à 26, ils nous feront la saison 7 à 9, et seulement encore après, on pourra peut-être avoir le droit aux saisons 1 à 6, en Blu-ray. Et du coup, est-ce que ça a vraiment intérêt d'acheter un Blu-ray si on a le DVD en termes de qualité? Sans doute pas, pour ces premières saisons. Je n'ai pas entendu... Ah oui, un Blu-ray, oui c'est sûr, mais pour avoir le coffret... Pour que ça fasse bouche l'étagère. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Et puis en plus, il y a plein de bonus dedans quand même. Oui, et puis ça prend 10 fois moins de place que 10 DVD. C'est ça, et c'est un coffret par saison aussi. Ouais, c'est ça, il est Mais c'est sûr que en termes de qualité vraiment de l'épisode, je sais pas. Et après, même en rapport qualité-prix. En tout cas, l'image en elle-même est à son top niveau, on n'aura jamais mieux. Donc ils ont vraiment augmenté l'image, essayé de ouais, mais après on parlait pour les saisons 1 à 6, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Mais c'est sûr que en tout cas tu regardes les épisodes des coffrets DVD qui sont déjà sortis, c'est vraiment mieux. Puis il y a même parfois souvent des effets spéciaux améliorés. Et franchement, c'est pas mal. Les coffrets DVD ou Blu-ray? Les coffrets Blu-ray, pardon. À chaque fois, depuis tout à l'heure, on parle de coffrets Blu-ray. Et en plus, comme les coffrets Blu-ray ils ont de la place, ils te proposent la version avec les effets spéciaux améliorés ou sans, qui est toujours bien. C'est ça, toujours. Donc franchement, tout comme les animations un actuellement. achat avisé. Tout comme les animations qui sortent actuellement proposent une version en noir et blanc ou en couleur. Donc, achetez les Blu-ray de la BBC, et la BBC, on attend votre chèque pour la pub qu'on vous fait. C'est ça. Et c'est en édition limitée, hein, donc voilà, c'est un petit objet de collection, faites gaffe, hein, ça peut partir vite. Autre anecdote, certaines scènes qui ont été tournées dans le musée Tussaud, de Madame Tussaud, ont été réellement tournées dans le musée de Madame Tussaud. Ce sont pas des scènes qui ont été faites en studio.
C'est le sorte de musée Grévin Oui, c'est ça. D'accord. Exactement, c'est le musée Grévin anglais. Alors, là, le genre d'anecdote qui plaît aux puristes. Ah oui. Après cet épisode-là, l'acteur qui joue le docteur est crédité pour la première fois en tant que Doctor Who, docteur en toutes lettres. Alors qu'avant, il était crédité en tant que docteur DR Who. DR. Ouais, tout à fait. DR. Ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'ère de Tom Baker en 81. Et à partir de la fin de Tom Baker, le personnage va être crédité en tant que The Doctor. Mais, là c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. En 2005, ils ont recrédité Eccleston en Doctor Who. Tout à fait. Et c'est Tennant qui a dit on arrête les conneries, c'est The Doctor. Et c'est à partir de la saison 2 que du coup, maintenant, il est crédité en tant que The Doctor. Et je trouve ça très drôle d'imaginer Tennant en disant non, en tant que puriste, tu sais, qui dit non, le personnage il s'appelle le Docteur, il s'appelle pas Doctor Who, d'accord? Et Non, du non, coup, mais en tant que vrai Tennant a fan. une voix d'adolescent. Non, mais en tant que vrai fan, il a été voir le type, il a fait tu changes ou je te casse la gueule, quoi. Voilà. Et puis de toute façon, Moffat a dit oui, de toute façon, on s'en fout de mon nom. C'est pas le secret de l'univers. Non. A-t-il dit en se chiant dessus? Alors qu'on le sait tous, hein, c'est John Smith, il vient de le dire. Le docteur ne mentirait pas, Exactement. enfin. Oui, ou Jane Smith, dépendant. Ouais, du ceux qui sexe. ceux qui comprennent pas la référence, puisque c'est purement anglais, c'est comme s'il s'appelait Jean Dupont ou Monsieur X, tu vois. C'est ça. Monsieur Ou Jacques Durand. Ouais, en fait, ce qui est glauque, c'est que c'est le nom qu'on donne aux cadavres qui n'ont pas été identifiés à la morgue dans les morgues anglaises. Ou les orphelins aussi, non? Il n'y a pas une sorte Bah, comme ça de nom d'ailleurs, pour les orphelins d'ailleurs, il y a enfin, c'est pas une blague, mais il y a une sorte de subtile référence à ça. Enfin, c'est plutôt une sorte de double sens, puisque et le docteur se retrouve dans une morgue au début du film de 96, puisque le 7e docteur se fait tirer dessus au milieu Oui. d'un gang, et en fait il se fait soigner à l'hôpital, sauf qu'il dit attention, moi je suis pas comme vous, je devrais pas subir votre médecine, c'est dangereux pour moi. Et sauf que leur médecine les tue. C'est ça vraiment qui le tue, en fait, c'est pas vraiment le fait de s'être fait tirer dessus, puisqu'il s'était fait tirer dessus juste sur des endroits pas graves, genre l'épaule. Et en fait, donc du coup, il décède. La régénération met un petit peu de temps, et donc du coup on l'envoie à la morgue, et on peut voir sur le doigt de pied de Sylvester McCoy, John Smith. Ouais, parce que c'est comme ça que les Américains étiquetent les corps dont on n'a pas encore l'identité. John Smith pour un homme et Jane Smith pour une femme. Très bien. Merci pour cette parenthèse. Et donc Continue. oui, non, mais c'est juste pour bien expliquer que la dernière scène C'est- de l'épisode est une blague en fait, quand il donne son nom. Sinon, D'accord. c'est vrai que pour un francophone, tu comprends pas. Bah de toute façon, oui. Bon, allez, Oui, c'est bon. passons. Il y a une scène où le docteur en fait est un établi dans cette histoire, et il y a des morceaux de machines qui sont en fait des choses qui ont été réutilisées dans la vieille série. En l'occurrence, on a la machine à geler de Morok de Space Museum, qui avait déjà été utilisée entre-temps en tant que laser à rayon X dans Winning Space. Mm-hmm. On a un panneau de contrôle de Tobias Vaughn de The Invasion. Et on a également un des modèles qui a été utilisé pour le Cybership de The Invasion, qui apparaît dans l'équipement du laboratoire. D'accord. Donc le genre de petit easter egg assez rigolo. C'est la première fois dans cette histoire qu'il est établi que le docteur a 2 cœurs. Et du coup, ça me rappelle cette discussion qu'on avait eue quand on était sur l'épisode The Dominators, parce que les Dominators ont 2 cœurs, et qu'ils parlaient, je sais plus exactement, mais en gros, il y a une sorte de bizarrerie par rapport au fait que c'est pas une incohérence, puisque c'est pas tout à fait établi, mais en clair, il parle d'espèces à 1 cœur, et en tout cas, il parle de Jamie, et il y a le docteur juste à côté, donc du coup, il y a une sorte de... On se dit, est-ce qu'ils vont faire l'erreur? On sait pas. Voilà. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Ensuite, dans la liste encore des petites anecdotes qui plaisent aux puristes, c'est la première histoire depuis 1965, donc depuis l'histoire Galaxy 4, Galaxy 4, qui était également dirigée par Derek Martinus, que le titre de l'épisode ne contient pas The.
Et c'est également la première histoire qui ne commence pas par The depuis Free from the Deep. Ça, je trouve ça assez incroyable. Ça me laisse indifférent, pour être honnête. Tu n'es pas un puriste, tu n'es pas un vrai fan. C'est ça. Non, je suis pas un vrai puriste. Tu veux pas dire que je suis pas un vrai fan. Ouais, Dans cet épisode, on a un caméo de Derek Sherwin qui joue un commissaire unit, qui est donc qui est à la fois écrivain et acteur du coup dans Doctor Who. Il me semble que tu avais expliqué dans un podcast précédent qu'il avait fait ça parce que il y avait un mec qui jouait trop mal et que il avait pris son rôle. Et donc il n'y a que 5 autres personnes dans l'histoire de Doctor Who qui sont à la fois scénaristes et acteurs. Il y a Victor Pemberton, Glyn Jones, Toby Whitehouse et un mec, alors je sais pas, Mark Gatiss. Le très grand ami de Nopoman. Je sais pas ce qu'il fout là, bon bah voilà. Cela dit, Mark Gatiss n'est pas exceptionnel puisque Sherwin, donc ce Derek Sherwin, est le seul qui soit à la fois, qui est le seul qui n'ait pas eu son rôle de crédité. Donc tu vois, Gatiss, t'es pas unique. Alors, l'aigle, j'arrive pas à dire s'il est pour Gatiss ou pas là, Nopo, je sais pas trop. Il est très anti Gatiss. Non. Je tombe des nues. Et juste, j'ai envie de te dire, tu vois Nopoman, arrête de t'énerver contre Gatiss. Tu pourrais aussi vouloir antagoniser Derek Sherwin. Non, parce que Derek Sherwin n'a pas été crédité, le pauvre. Alors que Gatiss, s'il le pouvait, je suis sûr qu'il mettrait son nom en gros au niveau des... Ouais, alors là, franchement, c'est non, mais je sais. Non, mais il a raison, Nopo. C'est dégueulasse. C'est d'attention. Non, mais Nopo a raison, c'est dégueulasse. Comment est-ce qu'un scénariste ose mettre son nom quand il joue un rôle? C'est n'importe quoi. Allez, passons. Bon, fermons la parenthèse. Alors, on a une petite anecdote encore. J'ai encore 3 petites anecdotes. Enfin, j'en ai 2 et demi, on va dire. Quand le TARDIS se matérialise en début d'épisode 1, il y a un problème il y a un faux raccord, puisqu'en fait, le modèle qui apparaît possède le badge de la St. John Ambulance, qui a été retiré depuis 1966. Et ce badge reviendra en 2010 seulement. Donc c'est a priori la dernière fois qu'on le voit, même si c'est une erreur. D'accord. En tout cas dans les classiques. Et une dernière petite anecdote, petite référence. Le docteur mentionne dans cet épisode le langage d'Elfon, qui se parle en bougeant les sourcils. Et ce langage est mentionné également par le 10e docteur dans Planet of the Dead, l'épisode tourné en 720p. Tout est lié. Je crois qu'il est Par contre, j'ai vraiment aucun souvenir de quand est-ce qu'il le dit. Dans quoi Dans Planet of the Dead, j'ai vraiment aucun souvenir de quand ça arrive. Eh bien, tu es un faux fan. Quoi? Dans une série de 973 épisodes, t'arrives pas à te souvenir du ligne de dialogue? N'oublie pas le hashtag l'aigle d'émission est toujours valable. Une petite anecdote de l'aigle. Tu avais quelque chose à nous dire, je crois, en rapport à cet épisode. Oui, d'ailleurs, en fait, j'en ai 2. Alors, je vais mettre... ce n'est pas prévu. On a le temps que pour une seule. Désolé. Alors, en clair, la première est rapide, c'est que sachez que donc la régénération du troisième docteur n'est pas montrée, enfin du deuxième docteur n'est pas montrée entre The War Games et Spirit from Space, mais une bande de fans dans les années 90 ont réussi à appeler John Pertwee et l'ont fait filmer sa régénération à proprement parler. Donc du coup, ils ont utilisé des effets spéciaux pour mettre Patrick Troughton, mais en gros, ils ont réussi à avoir John Pertwee, qui apparaît comme une anomalie au milieu de tout ça, puisque c'est le seul acteur qui joue bien, en fait, mais en même temps, c'est une équipe de fans, tu vois, c'est marrant, et donc, en gros, voilà, une équipe de fans a montré une possible scène représentant de la régénération du troisième docteur, donc je trouvais ça intéressant. Elle est dispo, ça? C'est dispo sur YouTube, ça? C'est totalement dispo sur YouTube, ça dure pas très longtemps. Il me semble qu'il y a tout un film autour de ça, et que c'est la scène finale. Et par contre, John Pertwee, c'est John Pertwee dans les années 90, donc il a vraiment 20 ans de plus. Donc ça se voit en fait. Genre le mec qui sort du TARDIS, j'ai rajeuni, j'ai pris 20 ans. D'accord. Mais voilà, donc du coup c'est une petite anecdote intéressante. Et j'en avais une deuxième, en fait, à propos de Thomas Seymour, qui est un fan particulièrement motivé, qui parcourt le Royaume-Uni pour visiter des lieux de tournage de la série. Et il s'est rendu dernièrement dans un hôtel qui a servi pour le tournage de Spirit from Space, et aux surprises, les douches sont les mêmes 49 ans après. Par contre, ils ont changé les rideaux, honte à eux. Voilà. Incroyable. Il a récupéré un poil pour en faire un clone façon Jurassic Park.
Donc du coup, je Tu vois, remercie... Nopo, il sait toujours comment différencier un fan et un vrai bon fan, tu vois. Le vrai bon fan, il aurait volé des poils. Et bon, du coup, bah, franchement, je pense que les poils dans une douche, hein, franchement, je pense qu'ils sont partis depuis 40 ans. Tu vois. Bon, en tout cas, je remercie mon ami d'avoir trouvé cette anecdote. Je remercie Thomas Seymour d'avoir visité ces douches. Et il y a des... Est-ce que tu veux donner le nom de ton ami? je veux donner son pseudo. Puisque Non, je ne non, pense pas mais si- Napo, Peut-être moi, qu'il accepte. moi, je veux Peut-être qu'on qu'il reste accepte. sur Ah, le laisse-moi. fait... Non, non, moi, je veux qu'on reste sur le fait que là, il vient de remercier une douche. Quand même. Ok, toi tu n'as pas compris la phrase. Alors et donc ton ami je vais donner le pseudo de son ami parce que je suis pas sûr de mon ami parce que je suis pas sûr qu'il veuille que je donne son prénom. Et son adresse. Son pseudo c'est Alain Pomme c'est bon. Ah, Parce que et c'est bien, un- Alain Pomme, c'est bon. Nous te remercions. Voilà. Alain Pomme, c'est bon, très actif sur les réseaux sociaux et très bon cosplayer du combienième docteur, 5e docteur. Sixième docteur, très 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 fan du Sixième sixième docteur. docteur, mais il aime beaucoup le cinquième aussi. Et donc il y a des photos qui Des vont bisous. avec et je vais voir si je peux les poster avec l'autorisation de Thomas Seymour dans la version illustrée. Voilà, c'était pour l'anecdote. Et donc merci Alain Pomme c'est bon pour l'anecdote. Et donc, l'aigle, tu peux faire toi-même ta propre transition pour toi-même. Et du coup, l'aigle, je te donne la parole. Ah. Oh, merci Nopoman, c'est tellement gentil à toi. Tu es tellement mon meilleur ami. Alors, n'importe Merci. quoi. Moi, jamais, mais vraiment jamais, j'aurais joué 2 rôles en même temps. N'est-ce pas, Marc? Tout à fait, Terry. Jamais j'aurais Je suis comme Marc Gatiss. Oh, merci l'aigle de faire cette chronique, de faire Tout toutes ces s'explique. chroniques pour nous. Tu es tellement incroyable. Allez, à ton tour. Vas-y. C'est parti pour parler des paramédias des Autons. Je ne vais pas faire une liste exhaustive parce que sinon ça va devenir long. Exhaustif. Une liste exhaustive. Féminin. Non, ça va devenir exhaustif, du coup. C'est pas grave. Non, je vais pas faire une liste exhaustive parce que sinon ça va devenir long et nul. À la place, j'ai décidé de vous sélectionner au moins une histoire par média et de vous sélectionner peut-être le meilleur. Voilà. Donc c'est parti. En comics, alors je vais décider d'aller du moins bon au potentiellement le plus fort. Donc, en comics, on a Business as Usual par Alan Moore. Alors, le mec, il commence en disant, je commence par le moins bon, on va commencer par un comics d'Alan Moore. Et je Ok. tiens à dire que c'est pas, j'ai recherché parce que Alan Moore, je connais ce prénom et j'ai l'impression que c'est un homonyme, mais que c'est pas Non, vraiment. mais te fatigue pas, tu trouveras pas, parce que Alan Moore, c'est en 2 mots, c'est un nom et un prénom. Donc si tu cherches un prénom Alan Moore, tu vas pas trouver, quoi. J'ai l'impression que c'est un homonyme en fait et que c'est pas vraiment. Non, mais, Mais, je après, je peux pense que peut-être c'est me lui, tromper. hein. C'est peut-être le grand Alan Moore que tu connais. C'est le grand, je pense que c'est lui. je pense que mais, c'est lui parce parce qu'il qu'il est a- anglais, parce qu'il a travaillé sur les magazines Sur AD et le tout temps. ça, donc c'est pas impossible. Mais en fait, voilà, j'ai voulu sélectionner ça. Je me suis dit, s'il y a un comics à sélectionner, je vais sélectionner le comics d'Alan Moore parce que bon, T'as voilà. tout à fait bien, tout à fait. Mais qui a dit que c'était pas bien? Et c'est pas que j'ai dit que c'était pas bien, c'est juste que j'ai plus à dire sur d'autres médias à venir en fait. D'accord. Je l'ai quand même t'en sors sélectionné. bien. Je l'ai quand même sélectionné. C'est quoi? Bravo, ok. Il est Tu peux sorti. continuer. Il est sorti en Possible. 1980 dans Doctor Who Magazine. Le Docteur n'apparaît pas dedans, donc c'est pour ça aussi que je le classe C'est en pas premier bien. dans cette liste. Voilà. Bon. Niveau livre, on a Autonomy. Voilà, donc vous avez le petit jeu de mots, hein, Ouais, il y a un Autonomy, jeu de mots, oui. Autonomy. Voilà, une histoire du 10e Docteur, sortie en 2009. Voilà, donc vous savez, c'est dans les nouveaux livres, hein, c'est les New Doctor's Adventures, édités par la BBC. Et enfin, niveau audio, j'aimerais citer Brave New Town, un audio du 8e Docteur, donc je pense que l'O3 tu la connais, dans la saison 2 des 8 Doctor's Adventures, qui est une histoire, ma foi, super sympa, je vous la conseille. Tu as écouté les 8 Doctor's Adventures, l'O3 ? Donc Non. Brave New Town, ça te dit quelque chose ? La saison 2, oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Donc, en clair, je vous redonne un petit peu le synopsis. Et donc, du coup, je continue de vous donner toujours plus d'arguments d'écouter les 8 Doctor Adventures. Donc, les habitants d'une petite ville côtière tranquille du nom de Torrington dans le Suffolk vivent le même jour encore et encore. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial à propos du 1er septembre 1991 ? Pourquoi est-ce que les villageois n'ont pas remarqué que la même chanson est numéro 1 depuis des années ? Et où est-ce que la mère a disparu ? Le docteur et Lucie, donc le compagnon du docteur, doivent résoudre ce mystère avant que les visiteurs ne reviennent.
Voilà, donc peut-être que ça te rappelle plus quelque chose maintenant que Ah non, j'ai non, rappelé ce mais synopsis. il faut savoir que moi j'ai détesté les 2 premières saisons de 8 Doctor Adventure. Bah Et- écoute, moi Parce que franchement, c'était, en fait, le truc c'est que c'était des épisodes de 40 minutes pour, alors que ils auraient pu prendre le temps, quoi. C'est le format de la nouvelle série appliqué à des personnages des classiques. Et en fait, tu prends le mauvais des deux mondes et j'ai pas du tout aimé. Je préfère qu'il y ait plus de plage, je préfère qu'il y ait plus d'espace. Et bah écoute, vas-y, vas-y. encore, je suis très d'accord avec toi pour te dire que les 8 Doctor Adventures sont beaucoup moins expérimentaux que le Main Range. Encore, et que mais c'est pas pourri en fait. Genre, Non, non, tout c'est juste que c'est fait pour attirer le fan de la nouvelle série. tout n'est Ouais, vraiment c'est pas vraiment acheté fait là, pour ça. tout n'est vraiment pas acheté là-dedans, et même s'il y a beaucoup d'épisodes en fait, il y a beaucoup d'épisodes qui peuvent être moyens au mieux, mais vraiment, il y a vraiment des petites pépites quand même de temps en temps, et Ah non, c'est mais vrai que, attention, à partir de la saison 3, on a affaire à des chefs-d'œuvre. et à partir de la saison 3, c'est vrai que globalement, ça va mieux, mais je crois que la saison Mais, 4, c'est vraiment celle qui pète le plafond, mais hein. parce qu'à partir de la 3, en fait, ils prennent 2 audios pour une histoire. Ce qui te fait quand même des histoires une heure et demie, 2 heures, ce qui est tout de suite mieux que les 40 minutes des premières saisons. Donc, les Autumn Oui. apparaissent dans cet épisode, et c'est un épisode assez sympa. Je vous conseille de l'écouter, au moins celui-là. Complètement indépendant des autres, pour autant que je m'en souvienne. Il y a pas... Voilà. Après, bon, j'ai pas non plus un souvenir, genre c'est pas Midnight, hein, mais quand Non. même, ça reste un bon épisode. Et enfin, le meilleur pour la fin, là quand même, j'ai décidé pour les paramédias de vous parler de ça parce que c'est quand même assez incroyable. Sachez qu'il y a une trilogie de films sur les Autons. Vous vous rappelez, en début de Weeblycast, quand je vous racontais, quand je vous racontais en fait qu'il y a eu des films, des fan-films dans les années 90 qui se faisaient, par exemple avec Downtime qui remontait la grande intelligence, et bah il y a eu 3 films qui ont été faits sur les Autons et je trouve ça incroyable. Mais en fait c'est des petits films indépendants, c'est le genre de petits films que vraiment seul un cinéphile peut connaître. Et il y a vraiment mais une paire de films comme ça sur l'univers de Doctor Who sans le Docteur. Et donc il y a 3 films sur les Autons avec Unit. Donc le premier, qui s'appelle sobrement Houghton, écrit et réalisé par Nicholas Briggs, donc excusez du peu, hein, il est quand même assez connu maintenant par rapport à l'univers de Doctor Who. C'est quand même un gars, c'est le mec qui en chef par rapport à Big Finish quand même. Le gars a une CV plus longue que 3 fois mon bras, et en 1997, donc il écrit et réalise Houghton. Vous le connaissez aussi dans la nouvelle série, hein, puisque c'est celui qui fait la voix des Daleks et des Cybermen depuis 2005. Voilà, donc et donc du coup forcément il ne se gêne pas pour faire la voix des Daleks et des Cybermen dans ses audios. Donc 97, Houghton. En 98, il remet le couvert avec Houghton 2, Sentinel, donc Sentinelle. Et enfin, Houghton 3, Awakening, en 1999, écrit par Arthur Wallis, avec du matériel de Paul Ebbs, Bill Baggs et Patricia Merrick. Voilà. Finir une trilogie par un Awakening, c'est quand même un peu bon. C'est vrai, c'est peut-être pour lancer une nouvelle trilogie qui n'a jamais vu le jour après. Ouais, avec la Bon. suite, Automne 5, le retour, Automne 6, fond du ski, enfin tout ça. Non, mais ça, tu sais, ça fait vraiment petit film, tu sais, donc il y a eu. Oui, j'ai vu tout des ça, images, donc je sais à quoi ça ressemble, et c'est vrai que c'est des fan-made, quoi, c'est pas... Le premier film, je crois que c'est un peu un huis clos avec, en gros, 20 ans plus tard, ils mettent la conscience Nestine dans un coin précis, sauf que, je sais plus, je crois qu'il y a une équipe qui fait n'importe quoi, et puis ça part un peu en testiburne. C'est original, ça. Et c'est ça, c'est original, dis donc, comme scénario. Nicolas Briggs, t'as réinventé la roue. C'est ça. Ouais, ce qui est fou, c'est que l'espèce humaine a toujours pas compris qu'il fallait pas faire le con avec les intelligences artificielles. Le docteur est là pour réparer les... C'est ça. Et maintenant, le docteur n'est pas là puisqu'il n'apparaît pas, et donc du coup, en fait, c'est la petite équipe qui essaye Et c'est pour ça qu'il y a 3 films, du coup. Non, il règle le truc à la fin, mais à chaque fois. D'ailleurs, je crois que le deuxième film se passe uniquement sur une île déserte, un truc bizarre. Voilà. Et donc, par exemple, Nicholas Briggs, c'est celui qui s'occupait des Hey Doctor Adventures, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc les 3 films montrent Unique, les 3 films montrent les Autons, donc ça a été une chronique pour un média que j'ai voulu assez courte, mais j'ai voulu vous montrer peut-être le meilleur, avec au moins un truc par
comment ça s'appelle, Un truc par machin, ouais. un truc par média, voilà. Donc, Comics Business as Usual par Alan Moore, excusez du peu, sorti dans Quand les même. Doctor Who magazine. Niveau livre, on a Autonomy, une histoire du 10e Docteur sorti en 2009, donc trouvable. Hein. Et niveau audio, on a Brave New Town dans les 8 Doctors Adventures. Et enfin, niveau film, Autumn 2 et Autumn 3. Et est-ce C'est- que Autonomy a été écrit par une personne... Il ne me semble Célèbre. pas, et j'avais souvenir d'avoir écrit le nom de celui qui a écrit ça, mais écoute, je vais Non, faire une mais petite t'imagines, recherche c'est Mark là-dessus. Miller qui a écrit ça. Non. Le pire, ce serait que ce soit Mark Gatiss, mais on est... Celui qui a écrit ça, c'est Daniel Chris Chibnall. Daniel Blythe. Est-ce que tu connais Daniel Daniel Blythe. Blythe? Voilà. Non. Faux fan. Apparemment, il a aussi écrit des Virginia Adventures, The Dimension Riders, Mhm. Infinite Requiem. Ouais, c'est tout, quasiment. En gros. D'accord. Il a écrit quelques livres. Ok. Donc c'est un écrivain qui écrit des livres. À noter. Et C'est donc ça. et donc Nopo, ça c'est quand l'aigle essaye de faire court, tu vois. C'est- Alors, excuse-moi Alors. du peu, j'ai duré 5-10 minutes, je crois. C'est mieux que d'habitude. T'étais pas là pour les derniers épisodes. Alors, l'O3 du coup. Maintenant que tu as la parole, profites-en. Qu'as-tu pensé de cette histoire? Courte déjà. C'est Mhm. pas désagréable à regarder. Le docteur, qu'est-ce qu'il est méchant. Il est D'accord. il est d'une violence dans ses réponses. En même temps, c'est Lise, hein, donc... Ouais, mais bon, un peu de tenue que diable. T'es quand même censé être un gentil, quoi. Mm. Non, Ok. je l'ai trouvé extrêmement méchant. Les Nastines, c'est pas mauvais, mais je me suis vachement ennuyé quand même. dirais D'accord. que- Donc, qu'est-ce que... Du coup, tu m'as l'air assez circonspect. Quelle note tu donnerais à cette histoire? Bah, regardable, hein, 10 sur 20, pas plus. Un 5 sur 10, du coup. 5 sur 10, je te trouve assez Je violent. sais, c'est la première fois que tu viens faire un podcast avec nous, mais on fait une note sur 10 depuis le début. Mais je te trouve assez violent quand même, 5 sur 10. Non, mais il y a rien de mauvais dedans, donc. Rien de mauvais 5 sur 10. Mauvais, je mets la moyenne. Mais il y a rien de bon en fait, il y a rien d'exceptionnel, il y a rien de surprenant. Mais j'ai trouvé que l'intelligence artificielle qui essaie de conquérir la Terre, mais qui s'envoie dans des bulles de plastique, et que si jamais les bulles de plastique sont enterrées, ça marche plus. Tu fais ouais, mais Alors, c'est con les gars. J'aurais des contre-arguments à t'opposer, mais je vais attendre de ma partie pour le dire. Et, À moins qu'il y ait quelque chose... T'as quelque chose à ajouter autrement? mais après, comme je l'ai dit dans mon résumé, j'aime beaucoup le plan. Le plan est simple, efficace, basique. Mhm. Ça se tient. Tentaculaire. Ouais, j'ai pas compris pourquoi ils ont acheté le musée, mais bon. Je fais les gars, il faut qu'on se débarrasse des cadavres. On va les mettre dans un musée. Stocké. Au lieu de les enterrer. Oui, mais ça a aucun intérêt en plus. Donc voilà. Sinon, Lee Shaw, toujours très très gros point positif quand même de l'épisode. Ah d'accord. Ok. Moi je l'adore. Intéressant. C'est un personnage que j'adore. Vraiment la façon dont Ok. elle est introduite, son CV qui est bourré de doctorants et de machins et tout. Il fait bon, on va attaquer les. Alors vous avez travaillé avec nous sur les extraterrestres. Ah 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 ah. Comment ça, vous Voilà. rigolez? Mais non. On va vraiment bosser sur les extraterrestres. Mais bien sûr. Et je C'est trouvais. ce qui m'énerve le plus chez son personnage, mais j'en parlerai après. Et je pense que Nopoman ne l'aime pas non plus, de ce que j'ai entendu. Ah non, moi je l'adore. C'est plus. Enfin, on va en parler après. Ok, bah voilà, Autre moi c'est chose, mon le avis 3? sur l'épisode. Lee Shaw, très bon point. Le reste, pas top. Le méchant un peu trop, le docteur un peu trop méchant et le Nastine peut-être un peu trop gentil au final. Alors je vais D'accord. ouvrir le fameux grand Excel de la Webcast et puis je vais rentrer ta note. Mhm. D'ailleurs, ça me fait penser que la personne dont je vous ai dit qu'elle pouvait être le père de Victoria, maintenant je suis quasiment persuadé, c'est le personnage qui joue justement l'espèce d'émissaire des Nestines qui fixe intensément l'écran avec ses grands yeux ronds. Vous voyez de qui je parle, pas du tout. Le mec vraiment chelou qui est dans l'hôpital et que les gens ils disent mais il est malade, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est un mec automne. Oui, bien sûr, mais c'est un automne upgradé. C'est lui qui a failli jouer le rôle du père de Victoria. Fin de la parenthèse. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, je reviens un peu en arrière. L'aigle, qu'as-tu pensé de cette histoire? Alors, cette histoire, c'est une histoire de présentation de docteur qui fonctionne bien. On a tendance souvent à parler, alors, quelle est ton histoire de régénération préférée, ton histoire post-régénération préférée. Je trouve que c'est une bonne histoire post-régénération. Ça présente bien le docteur.
Il y a un savant mélange entre le fait qu'il soit un peu dans les vapes, mais justement qu'il arrive à se définir derrière. Alors que comparé à d'autres épisodes comme The Christmas Invasion, dans lequel le docteur dort pendant tout l'épisode, c'est souvent critiqué. Moi, je le critique pas tellement, ça, mais je sais que c'est souvent critiqué. Mais en tout cas, je trouve que cette histoire, The Spirit from Space, fonctionne bien pour une histoire de présentation de docteur. Elle est aussi assez courte par rapport à la moyenne de la saison, et je trouve que c'est un point positif, ça fait du bien. C'est pas plus mal, en fait. Pour commencer un peu sur certains points négatifs, eh bien moi, je n'aime pas Liz. Je la trouve pas aventurière, et ça me perturbe très fortement. Ah, mais c'est une intello scientifique, donc c'est normal qu'elle soit pas aventurière. Je veux dire, c'est quand même la seule femme, on lui dit tu vas aller combattre des extraterrestres. Elle se dit finalement je vais y aller en mini-jupe. C'est logique dans l'épisode, mais ça fait que je n'aime pas sa personnalité. Et en fait, quand j'ai regardé cette ère de Doctor Who, je me suis dit, mais punaise, mais j'aurais été contemporain de l'époque, mais j'aurais arrêté Doctor Who, en fait. Je me dis, au bout d'un moment, j'aurais fini par arrêter, parce que je me retrouvais plus mes marques, et je veux dire, mais elle est pas aventurière, je veux dire, c'est l'aventure aussi, Doctor Who, quand même, mais pourtant, là, ouais, mais là, c'est dans un laboratoire. C'est juste des scientifiques coincés dans un laboratoire, et même pas de manière réaliste. Non, mais après, il faut se mettre à la place des réalisateurs, des écrivains de la série, à qui on a dit, vous nous faites un Quatermain. Donc Quatermain, c'est une série de ETV qui parle d'un extraterrestre qui aide les soldats à détruire et à empêcher des invasions extraterrestres. Mm-hmm. Donc ça a vraiment le même modèle dans cette saison-là, c'est-à-dire l'armée, un conseiller scientifique extraterrestre ou au moins intelligent comme dans Quatermain, et une assistante qui va l'aider à faire ces trucs scientifiques. Non mais d'accord, je veux dire, c'est pas le problème que ça s'explique pas, c'est juste que je n'aime pas sa personnalité, en fait, pour moi c'est pas assez Doctor Who, et donc du coup je l'aime pas, je la trouve pas assez aventurière, elle est intelligente, d'accord, mais ça suffit pas. Alors j'aime beaucoup les compagnons intelligentes, c'est pour ça que j'adore Zoé, mais justement Zoé a ce côté très aventurière. Et pour comparer à des futurs compagnons, il y a des futurs compagnons qui seront certes un peu moins intelligents, mais qui seront malins, enfin qui seront débrouillards en fait. Et ça, j'ai tendance, tu vois, à préférer ça, par exemple, à une intelligence certes plus mathématique et scientifique, mais pas assez d'aventure, de côté aventurier. Non, mais c'est un personnage fonction. C'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que malheureusement, elle a été créée par la fonction dont on avait besoin. On n'a pas créé un personnage. On a créé quelqu'un d'assez intelligent pour pouvoir répondre au docteur, et voilà. Voilà. Ensuite, alors c'est le personnage censé être intelligent et scientifique, mais on est toujours un peu face au cliché du scientifique qui me gêne un peu. Le scientifique chiant, borné, qui va jamais accepter qu'on te parle d'aliens. Et ça m'énerve. Ouais, mais bon, un scientifique doit être sceptique, c'est un peu. Tu parles de la première scène quand le brigadier lui annonce, quoi. Et justement, ça me faisait penser à ce que tu disais. Justement, je voulais te poser ce contre-argument-là, c'est que un scientifique doit être sceptique, mais un scientifique ne doit pas être borné. En fait, un scientifique doit être sceptique, mais ne doit pas être borné. Au bout d'un moment, si on lui met des preuves et que ces preuves se démontrent, bah, il dit, ok, d'accord. Alors, je sais bien que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des scientifiques qui ont parfois été un peu méprisants envers leurs confrères. Mais en attendant, par définition, si tu lui montres une preuve, non, mais là, les preuves du brigadier, c'est un peu léger quand même. C'est genre, il lui donne un dossier, il lui dit, bah voilà, ça c'est les preuves. Bon, ok. En fait, elle croit à une blague, mais ce qui est parfaitement normal, tu sais. Quand t'as un gars, un militaire qui vient te voir, qui te dit, ah, les extraterrestres existent, tu fais, bien sûr, mais bien sûr. Alors, à la base, il y a un militaire qui t'invite à dire, bonjour, nous aimerions vous faire enquêter sur une affaire qu'on trouve un peu flippante. Les extraterrestres existent. On en a déjà vu, on en a déjà combattu. Venez avec nous, on va vous le montrer. Alors, tu peux être sceptique, mais pas borné. Ouais, non, mais c'est surtout que c'est une organisation officielle dans la série Unit. Elle a été créée pour ça, donc c'est bizarre qu'elle sache pas. On le verra tout au long de cette saison, mais Unit est une institution qui est connue du public, apparemment, qui est quelque chose de pas... C'est pas une organisation cachée, quoi. Elle a pas rejoint les X-Files. Et c'est ça continuer. Je veux dire, à quoi ressemblait l'annonce, en fait? Ce qui m'intéresse, c'est l'annonce publicitaire. À quoi ça ressemblait? Cherchons jeunes scientifiques. Point. Pour organisation secrète. Non, mais tu sais, juste point. Ils sont juste arrêtés là, tu vois. Voilà, bon, pour continuer un petit peu sur ce que je disais, à part ça, le troisième docteur, malheureusement, il est pas encore très démarqué, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu le cas. J'ai remarqué, par exemple, que dans toutes les premières saisons d'un docteur,
il est pas vraiment à son maximum et souvent il a un style vestimentaire qui, avec le recul, sonne toujours un peu plus coincé qu'avant. Hein, par exemple, vous regardez David Tennant dans la saison 2, et c'est pas le même David Tennant que la saison 4, Matt Smith en saison 5, c'est pas le même qu'en saison 6, de Peter Capaldi en saison 8, il a les cheveux courts en plus, c'est vraiment pas le même qu'en saison 9. Et pareil pour le troisième Docteur, surtout dans Spirit from Space, c'est pas le même que plus tard. Il a les cheveux plus courts d'ailleurs, un peu comme Capaldi de manière marrante. Mais Tom Baker dans sa première saison, c'est à peu près similaire et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un peu, c'est tout simplement parce qu'il débute à peine, donc ils vont le démarquer à l'avenir. Mais en tout cas, je trouve que pour l'instant, il se dégage pas encore beaucoup, mais on sent son potentiel et on voit que c'est vraiment un Docteur. Pas mal déjà quand même, on se dit bon, pas mal, il y a du potentiel. Ouais. Sinon je trouve que les Autons sont des méchants assez originaux et qu'ils fonctionnent bien, et ça marche bien dans le contexte de l'époque où le plastique est de plus en plus présent, donc du coup ça marche bien avec la peur. Et donc du coup c'est aussi ça que je voulais rétorquer à l'O3 tout à l'heure, c'est que le plan, la structure est peut-être pas forcément très originale, mais ça marche sur une peur ça marche sur un truc de l'époque, c'est que le plastique est de plus en plus omniprésent, et on me dit, ok, maintenant imagine le plastique qui devient vivant, et il t'attaque. Imagine les mannequins là Ah non, mais dans les... attention, cette idée m'a terrifié, hein. C'était une blague, hein, dans le Et résumé. et en fait, ah non, pas dans le résumé, dans ce que tu disais juste avant. Ouais. Et en fait, ça pourrait être du Moffat dans l'idée, hein, puisque Moffat il aime bien marcher un peu sur tes peurs. Donc moi je dis pas mal, moi j'aime bien, et je lui ai mis la note de 8 sur 10. Voilà. Maintenant, voyons ce que Nopman en dit. Mais il te reste un point que t'as pas abordé, Unit, qu'est-ce que t'en penses? Unit à la base j'avais jamais aimé Unit, et après avec le temps ça a grandi en moi, et là j'ai envie de te dire, dans cet épisode oui, enfin, Ouais, enfin, j'ai rien à en dire, je suis neutre. j'ai qu'un seul problème, pourquoi ils leur ont fait tirer sur le docteur, c'est un peu... Attention, un homme qui s'évade en chemise de nuit, tirez-lui dessus. J'étais vraiment là, mais tu sais, j'ai vraiment mis pause, je fais, quoi? Non, mais après, il se fait engueuler, le mec. Pourquoi t'as tiré dessus? C'est un peu comme il pensait au soldat qui tire sur le cochon dans... C'est dans quoi? Ah, Dans les saisons dans The Aliens of London. Ouais. Ah Et non. il fait, vous avez tiré dessus, le mec il fait une tête, tu vois. Ah non, mais Je sais j'ai pas. une autre phrase qui m'a Bref. terrifié, hein. C'est le brigadier à l'hôpital qui dit, vous tirez sur tous les gens qui s'approchent du docteur. Quoi? Ça fonctionne comme ça. Calme-toi. En plus, il précise bien, hein, donnez-leur des balles réelles. Je fais, calme-toi. Bon, du coup, Nopman, est-ce que tu Du coup, Vas-y. je me rends compte que, voilà, je vais essayer de faire court, puisqu'on est déjà Mhm. bien avancé, et ça fait déjà combien de temps qu'on enregistre? 1h20. Alors, déjà, premier gros point positif, la couleur. Ça, personne ne l'a mentionné, mais c'est quand même, ça oui, change. si tu veux, dans le sens que ça change, mais après j'ai pas envie de dire que le noir et blanc c'est moins bien. C'est ça, quoi. Disons que quand tu viens du noir et blanc et que tu arrives là-dessus, ça fait un changement tel que ça reste un point positif. Ouais, mais moi, ce que j'ai beaucoup ils ont aimé, dû c'est que sacrifier pas mal de choses, du coup. On passe là, la couleur. Plus de voyage à travers les planètes, plus de voyage à travers le temps, Oui. pas d'intérieur du Tardis. Enfin, ils ont quand même sacrifié énormément de choses pour passer à la couleur. Moi, j'aurais préféré qu'ils restent en noir et blanc, mais avec plus de diversité dans les histoires, justement. Avec plus de décors, plus d'argent. Oui, mais ça reste vraiment que pour une saison, donc finalement c'était un sacrifice intéressant. Là, justement, pour en le coup, je vais parlant de prendre la décors, défense. moi je trouve que les décors sont beaucoup plus variés que dans les saisons précédentes. Là, on C'est en est en extérieur. extérieur, on rentre dans une maison de l'époque, on va dans un laboratoire. Il y a quand même plein tout à d'endroits, fait. une usine, enfin il y a quand même beaucoup de lieux, et ça navigue beaucoup plus. J'ai le sentiment que ça navigue beaucoup plus qu'auparavant. Et je trouve que le docteur est très attachant tout de suite, même si malheureusement c'est un point négatif, c'est qu'il est quand même bien absent dans la première histoire. C'est ça, dans la première histoire, oui. Et j'ai pas compris trop le truc en fait où il cache son visage. Tu vois clairement que c'est un comment dire, un choix du réalisateur de pas montrer son visage, et quand il le montre, en fait ils en font pas du tout un fond. Il y a pas d'emphase musicale, pas de en termes de réalisation. Quand il dévoile le visage, c'est genre bon voilà, c'est lui. Oui, Ça, je mais trouve ça ça un peu étrange. en vrai, je serais plutôt content parce qu'il s'éloigne un peu du cliché. Ouais, du coup pourquoi c'est avoir fait cacher son visage, hein, du coup. Bon bref.
Point négatif, c'est que, en tout cas pour ce premier épisode, Liz m'a beaucoup énervé, mais ça s'améliore par la suite. Donc je sais que c'est vraiment un sentiment qui est unique pour cet épisode-là, et je sais que ça va aller mieux, en particulier pour une histoire de cette saison où elle montre tous ses talents d'actrice, c'est plutôt pas mal. Du coup, je donne également 8 sur 10, et donc moyenne, Félina Tête du Tigre, combien on a Alors, moyenne, ça fait... Alors, c'est Félindra. Félindra, excuse-moi. Ça fait 8 plus 8 plus 5 divisé par 3, ça nous fait une moyenne de 7 sur 10. 7 sur 10. Ce qui en fait, je crois, le meilleur épisode de la saison. Mais également le pire épisode de cette saison. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Non. J'ai peut-être été un peu dur avec l'épisode, mais il faut me comprendre. Hein. C'était la troisième fois que je le voyais. Faut me comprendre, d'accord. On t'a laissé une chance de revenir, on voit comment tu te comportes. Ça va peut-être aussi saouler. On va réfléchir à 2 fois la prochaine fois. Allez, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces bleus, mettez la cloche, des étoiles sur iTunes et des commentaires, et vous permettrez peut-être de relancer l'industrie de la poupée à Epping. On se retrouve pour le prochain épisode du Oublicast, et en attendant, n'oubliez pas... Oh, by the way, I've just realized. I don't even know your name. Smith. Dr. John Smith.